Merci Monsieur le Président, merci mon cher Domingo. C'est bien sûr une joie pour moi de revenir pour la deuxième fois à l'Athénéo de Madrid pour ces deuxièmes entretiens de Madrid. Et je voudrais tout de suite dire que ces entretiens ne pourraient exister si Domingo Sanfelipe n'en était pas le président emblématique, le président charismatique. Je voudrais simplement qu'on puisse le saluer et l'applaudir et le remercier. Domingo, le Premier ministre François Fillon l'a dit, la relation franco-espagnole te doit beaucoup. La Chambre française de commerce et d'industrie, je parle en présence d'Arnaud Vessier, qui est le président de CCI International, te doit aussi beaucoup. Et je tiens à remercier l'équipe qui travaille avec toi, Bertrand Barthélemy, bien sûr, et puis l'équipe qui est à l'origine de ces entretiens de Royaumont à Madrid, en l'occurrence Carole Vézélier et Jean-Pierre Yalcine. Il y a une journée de travail de qualité. Tous les intervenants ont eu l'occasion de le dire, mais je le redis à nouveau. Merci à tous les orateurs d'avoir enrichi cette journée de leur expérience, de leur savoir. Et je tiens à saluer tout particulièrement l'ambassade de France en Espagne et son ambassadeur Jérôme Bonafont, qui a soutenu les entretiens de Royaumont à Madrid dès la première expérience et qui, ce matin, m'a-t-on dit, a produit un discours de qualité et qui n'aura pas eu besoin de répondre aux miens comme l'an dernier, puisque c'est moi qui conclus cette année, cher monsieur l'ambassadeur. Chers amis, le thème de la transition énergétique a été très largement débattu aujourd'hui, et c'est bien sûr un thème qui est au cœur de nos préoccupations en tant qu'Européens, mais aussi comme un point commun entre l'Espagne et la France. Peu de sujets, au fond, sont autant à l'origine de questions sérieuses, qui résultent de faits, d'études de scientifiques, et en même temps qui font autant l'objet de débats, influencés parfois par l'air du temps, mais aussi, bien sûr, en priorité par notre préoccupation majeure, l'avenir de la planète, et qui sont au cœur de courants, de tendances, d'opinions qui s'expriment de plus en plus en France, en Espagne, mais bien sûr partout en Europe et partout dans le monde. À la fois des scientifiques, mais aussi des courants d'opinion plaident pour des solutions radicales, à savoir une réduction immédiate et drastique des prélèvements de l'humanité sur les ressources naturelles de notre Terre, pour aussi les éliminations du recours à certaines de ces ressources naturelles. Et puis, d'un autre côté, les industriels, les acteurs de la croissance et les politiques se trouvent, du fait de leurs responsabilités et face à ces attentes, dans une situation difficile. Nous sommes tous conscients qu'il faut un effort collectif et en même temps, nous vivons tous la lutte contre le réchauffement climatique comme une réduction de la consommation d'énergie d'abord. Et nous sommes en priorité soucieux de ne pas compromettre la faible, trop faible croissance, monsieur l'ambassadeur, croissance économique en France, moins faible en Espagne, mais surtout le bien-être de nos populations. Et maintenant, voilà qu'une dimension éthique vient compléter l'ensemble de cette problématique. Ainsi, certains Indiens plaident pour que chaque humain reçoive, en naissant, une attribution d'émissions et ait droit à une compensation s'il n'atteint pas son quota. Certains Chinois font remarquer que l'effort principal doit venir des Occidentaux puisqu'ils sont responsables de l'essentiel du stock de gaz à effet de serre existant dans l'atmosphère. Et pour l'instant, sans nier bien sûr un certain nombre d'évidences, l'Occident répond que ces pays réduisent régulièrement leurs émissions et qu'à l'avenir, ce sont les pays émergents qui vont accroître considérablement le volume des émissions. Le débat est forcément complexe quand des considérations économiques, sociales, humaines, éthiques sont mêlées et que, de surcroît, les niveaux de développement sont aussi inégaux à l'échelle de la planète, alors que chacun veut concourir à l'expression du bonheur, qui est d'abord la liberté, et l'énergie, à travers ses différentes applications, offre de nombreuses formes de liberté. Au cœur de cet accord impossible, parce que le temps des peuples n'est pas le même, et que la mondialisation est d'abord économique alors qu'elle devrait être surtout sociale, en considérant que l'économie n'est qu'un moyen d'apporter la satisfaction des peuples, il faut chercher les graines d'espoir. Ces graines, ce sont les prises de conscience populaires, dans les pays en développement aussi, des conséquences de la pollution et des bouleversements climatiques en chaîne qui sont directement imputables au réchauffement et qui maintenant perturbent l'économie des pays émergents. La pression de l'opinion a conduit les dirigeants à admettre partout, mais encore à des degrés divers, que la transition énergétique n'était pas un choix de circonstance, ni un compromis, ni une négociation, mais qu'il s'agissait d'une décision stratégique pour ce qui ne doit plus être considéré comme un problème,
mais plutôt comme une solution face à ce qui est devenu notre turpitude collective. À l'échelle de notre continent, la question de transition énergétique ne peut se régler qu'au niveau européen, bien sûr. Cela a été dit toute la journée. Mais dans le cadre d'une politique commune. Mais comme les émissions de carbone dépendent largement du mode de production d'énergie, qui elles-mêmes sont largement dépendantes des tensions politiques intérieures sur ces ressources, et lorsque je parle de tensions politiques intérieures, je pense bien sûr à la pression de certains mouvements écologistes qui sont différents d'un pays à un autre, l'Union européenne a du mal à se positionner de ce fait dans les négociations internationales sur le changement climatique. En 20 ans de prise de conscience du réchauffement, nous en sommes cette année à Paris à la 21e conférence climat, la politique de l'Europe n'a jamais réussi à être véritablement unie et à le rester dans un domaine, les ressources énergétiques, dont les fondateurs de l'Europe, François Fillon le rappelait tout à l'heure, en avaient fait une pierre angulaire. Aujourd'hui, quasiment chaque pays membre suit sa propre politique énergétique. Certains sont sortis du nucléaire, d'autres n'y sont jamais entrés. Certains évoquent le gaz de schiste, d'autres s'y refusent, même à l'expérimentation, monsieur l'ambassadeur. Certains réutilisent des centrales au charbon, ferment des centrales à gaz, financent largement l'éolien, et d'autres ne font rien. En fait, la politique énergétique aujourd'hui à l'échelle européenne, ça reste un terrain de jeu pour les europhobes, ou comment dire, vouloir faire tous ensemble, mais en s'assurant surtout de pouvoir faire chacun différemment. D'un côté, il y a les États membres qui conservent leur liberté en matière de choix de mix énergétique, ce qui explique que l'Allemagne ait pu décider de sortir du nucléaire sans consulter ses partenaires, François Fillon le rappelait à l'instant, et des États qui gardent leur pouvoir en matière de prix et de subventions d'investissement. Et puis de l'autre, une commission chargée d'élaborer des politiques énergétiques d'ensemble, mais dont l'augmentation du nombre de commissaires en charge de ce sujet fait que, désormais, ils sont plusieurs à traiter directement ou indirectement la question énergétique. À ce jour, l'Union a en effet inséré la politique de l'énergie dans le cadre de 3 piliers. La sécurité des approvisionnements, c'est majeur. L'instauration d'un marché intérieur de l'énergie, bien sûr, mais aussi la lutte contre le changement climatique. 3 dossiers, 3 piliers, 3 commissaires. Mais en même temps, la politique extérieure de l'Union ne tient pas souvent compte du premier pilier, en réalité, et le deuxième pilier ne mentionne nullement le coût de l'énergie. De surcroît, cette politique a empêché la formation dans l'électricité d'un oligopole européen de grands groupes qui auraient une position dominante dans leur pays, une place notable dans le reste de l'Europe. Les seules exceptions un peu embryonnaires étant la présence d'EDF dans Montedison, bien sûr, ou la position d'Enel en Espagne et en Écosse, alors que la négociation mondiale des prix de l'énergie plaiderait pour une concentration européenne de l'approvisionnement avec un tarif négocié le plus faible possible et une sécurité d'approvisionnement la plus élevée possible. En tout cas, inutile de plaider la faute de l'Europe. La Commission européenne n'aura pas de politique énergétique tant que les États auront largement recours aux libertés que leur ont laissées les différents traités, en particulier le traité de Lisbonne. Les non-dits occultent certains sujets. Par exemple, la Commission ne parle jamais d'accroître le nucléaire, ni même la part des énergies décarbonées. Ce mutisme étant dû, bien sûr, aux divergences d'attitude des États à l'égard de l'énergie nucléaire. Nous aurions peut-être dû ajouter cette année, mon cher Domingo, au titre des entretiens de Madrid, est-ce qu'on peut être optimiste sur la politique européenne de l'énergie? La conférence de Paris en décembre prochain peut être le moyen que l'Union redonne de la cohérence à sa politique énergétique dans sa lutte contre le changement climatique, en particulier concernant le nucléaire. Compte tenu des divergences entre les pays membres, la politique européenne devrait au minimum être parfaitement neutre et en tout cas ne pas tenter de défavoriser cette ressource énergétique. Si déjà les plans d'investissement en production et acheminement d'énergie primaire de chacun des États étaient connus de tous, et notamment des autres États à l'échelle européenne, si des peer reviews, c'est-à-dire des examens par leurs pairs de politique énergétique des pays membres existaient, même sans aucune conclusion contraignante, ce sera un beau début de politique énergétique européenne. Un beau début. Le domaine de l'énergie n'est pas qu'un secteur de la politique européenne, il est le fondement, François Fillon le rappelait tout à l'heure, l'âme de l'Union européenne. Il fut l'objet de guerres fratricides
à l'intérieur de continents, mais aussi à l'origine de guerres mondiales. Si le spectre d'une telle guerre semble s'éloigner, s'agissant de la guerre mondiale, les guerres fratricides qu'on étudie nous tous les jours, chacun peut l'observer, il ne faut pas pour autant sous-estimer la nature même de création de conflits que peut représenter ce secteur de conflits sous une forme ou sous une autre, alors même que les conditions du réchauffement climatique engagent une transformation de la consommation qui ne manquera pas d'en pénaliser certains, sans d'ailleurs en avantager franchement d'autres. Enfin, la transition énergétique a fait accepter le principe de la ressource multiple de création d'énergie. Non pas qu'elle n'existait pas avant, mais personne n'imaginait, par exemple, la rentabilité du photovoltaïque, alors que le réchauffement climatique a imposé aux États de renforcer l'effort de recherche dans ce domaine, qui conduira à faire baisser significativement, et même plus, le prix de la fourniture d'énergie individuelle de proximité. Et quand je dis significativement, je devrais dire considérablement. Il nous reste à franchir un tabou européen en créant cette communauté européenne de l'énergie. Le président Domingo en parlait tout à l'heure, François Fillon en parlait, les orateurs en parlaient pour leur plus grand nombre, qui nous permettrait, comme nous fûmes capables de le faire au lendemain de la guerre, d'avoir au-delà de nos spécificités nationales des objectifs communs. Il faut pour l'Espagne comme pour la France accepter un marché commun de l'énergie régulé, des investissements concertés, une sécurité commune des approvisionnements, des financements européens pour développer les énergies non renouvelables, un mécanisme d'inclusion carbone, autrement dit une taxe carbone aux frontières, des mécanismes de garantie de production pour faire face à des pics de consommation, ce qui impose d'organiser une plus grande interconnexion encore des réseaux que celle existant entre l'Espagne et la France grâce à François Fillon. Enfin, le fonctionnement restauré d'un marché carbone digne de ce nom, qui envoie un signe à travers le prix du CO2, c'est l'un des objectifs majeurs de la COP21. La conférence de Paris a, comme chacun a pu l'observer ces dernières semaines, pour objectif d'imposer la réalité d'un marché carbone. Voilà ce que l'Europe doit engager, démontrer au monde avant la conférence climat. Ce sera alors plus l'Europe de la leçon, mais l'Europe de la démonstration, celle que les pays les plus développés, que les pays qui forment ensemble la première puissance économique du monde, l'Europe, prennent plus que tout autre leur part dans l'action contre le réchauffement climatique, tout en garantissant la prospérité de leur population. Merci d'avoir assisté à ces magnifiques entretiens de Madrid et rendez-vous à l'année prochaine.